Chers viewers, bienvenue. Comme vous voyez maintenant, voici une photo qui paraît bien anodine de deux jeunes femmes. Vous vous en doutez, ça a une relation avec la leçon. Et si je vous disais que ces deux jeunes femmes sont sœurs? Et si je vous disais en plus que ce sont des sœurs jumelles? Oui, oui, ce sont des sœurs jumelles. C'est un cas très célèbre en Grande-Bretagne. Ce sont les jumeaux Elmer. Je sais que c'est étonnant. Et pourquoi c'est étonnant? Parce qu'elles ont des caractéristiques ou une apparence extérieure différente. Puisque quand vous voyez les couleurs des cheveux, la type de chevelure, la forme des yeux, la couleur des pupilles, les formes des sourcils, la couleur de peau est bien différente. Néanmoins, ces deux jeunes femmes sont sœurs jumelles, c'est-à-dire elles ont le même père et la même mère. D'ailleurs, si on remarque dans la généalogie de la famille, selon les dires de la mère, Maria Elmer ressemble trait pour trait à sa grand-mère qui est d'origine jamaïcaine. La famille elle est située en Angleterre. Tandis que Lucy, la rousse, elle a des traits caractéristiques du côté paternel. Donc, comme vous voyez, ce cas des jumeaux Elmer nous révèle quelque chose d'intrinsèque à l'espèce humaine, mais aux êtres vivants, que ce soit unicellulaire ou pluricellulaire. Voyez-vous, ces apparences, ces caractéristiques, ces archétypes, qu'on peut dire, sont transmises d'une génération à une autre. Parfois, ils peuvent apparaître, parfois, ils sautent une génération. Et ils sont exprimés d'une génération à une autre à travers la descendance. Donc, on a un lien de l'ascendant, des aïeuls, vers la descendance. Et ce n'est pas tout. Ces caractéristiques ne se targuent pas que de l'apparence extérieure, mais aussi, par exemple, du groupe sanguin, du CMH, des marqueurs histologiques, de certaines caractéristiques physiologiques, voire même de certaines maladies qui sont héréditaires. Donc l'ensemble de toutes ces caractéristiques porte un nom. Il s'agit de l'information génétique, c'est-à-dire des caractéristiques qui se transmettent d'une génération à une autre par l'hérédité et qui ne permettent pas que l'espèce sorte d'un certain cadre pour donner une autre espèce. Par exemple, des chiens, comme on dit, des chiens ne donnent pas des chats. D'accord? Donc, les chiens ne donnent pas des chats. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'information génétique. Et c'est applicable même à l'être humain. Donc, quelle est cette information génétique? Où se situe-t-elle? Quelle est sa nature? Comment se transmet-elle d'une génération à une autre? C'est la problématique de 3 unités didactiques dans le cursus des deuxièmes années du baccalauréat ou du programme terminal. Dans cette vidéo, nous allons voir une question simple. Où se situe l'information génétique? C'est parti. Donc, où se situe l'information génétique? Pour le savoir, on a besoin de faire certaines expériences. Pour être précis, on va faire 2 expériences. Les premières sont les expériences d'Ammerling. Les expériences d'Ammerling se sont focalisées sur l'acétabulaire, qui est un algue unicellulaire, comme vous voyez ici dans les photos. L'acétabulaire, c'est-à-dire même si on le voit à l'échelle macroscopique à l'œil nu, tout le corps plutôt, ou l'appareil végétatif de cette algue est composé d'une seule cellule. Elle peut être divisée en 3 parties. En chapeau, d'une hampe et d'une base racinaire qui ressemble à des racines où se situe le noyau. Donc, ce qui va nous convenir pour faire des expériences. Les expériences d'Ammerling se sont focalisées sur 2 espèces. L'acétabulaire mediterranea, celle qui a un chapeau rond, et l'acétabularia crenulata, un chapeau dentelé crénulé. Donc, commençons par la première expérience d'Ammerling. Elle est simple. Ammerling a découpé
3 sections de l'Acetabularia méditerranéen et les a mis en culture. Une coupe, une partie où le chapeau se trouve, une autre partie spécifique à la hampe et une partie spécifique à la base racinaire, où il y a le noyau. Ben, on remarque que le chapeau se dissout, la hampe se dissout, il est décomposé, mais la base racinaire se régénère et donne un nouvel individu avec un chapeau caractéristique de l'Acetabularia méditerranéen. C'est bien. On peut mettre quelques hypothèses, peut-être parce que c'est là où se trouve le noyau. Donc peut-être le noyau joue un rôle dans l'expression de certaines caractéristiques et dans la régénération du corps de l'Acetabularia. Pour en avoir le cœur net, on fera des expériences avec les 2 espèces, Crenulata et Méditerranéen. Donc en premier lieu, on a sectionné le chapeau. D'accord? Pour les 2. Puis, on a échangé les noyaux. On les a extraits et on a échangé les noyaux respectifs de Méditerranée et de Crenulata. On les a mis dans le corps ou dans l'appareil végétatif inversé, comme vous voyez dans l'animation. C'est une greffe du noyau. Donc, cette greffe de noyau a donné quoi comme résultat? On remarque la transformation progressive de l'appareil végétatif de Crenulata en Méditerranéen et on a un chapeau spécifique à Méditerranéen arrondi. Et vice versa. Même chose pour Méditerranéen qui se transforme en Crenulata. Donc on a eu un échange. Ce qui laisse aucun doute sur la nature et le rôle du noyau. Donc il transmet certaines caractéristiques spécifique à l'espèce et permet que dans des conditions idéales qu'il se régénère, qu'il s'exprime. Donc on peut dire que le noyau est le siège de l'information génétique. Mais qu'en est-il pour les êtres multicellulaires qui disposent de milliers de cellules? Je vous signale ici, l'acétabulaire est un être unicellulaire, une seule cellule. Mais est-ce que ce sera le même cas pour des êtres multicellulaires? Donc, entre la deuxième expérience, l'expérience historique de Gurdon. Gurdon s'est focalisé sur les xénopes, c'est-à-dire un type de crapaud. Il a remarqué qu'il y a 2 types de crapauds sur lesquels il va travailler. Les xénopes albinos, c'est-à-dire décolorés, qui n'ont pas de pigmentation, et d'autres verts, pigmentés normaux. Donc il va procéder par clonage. Il est temps donc d'expliquer qu'est-ce que c'est que le clonage. Le clonage, c'est un mode d'expérimentation, c'est une manipulation assez simple. Mais en même temps, elle est compliquée. Qu'en est-il? Ben, on prend un ovocyte, c'est-à-dire un gamète femelle de l'espèce, et une cellule somatique, une cellule corporelle. Puis, on irradie le noyau de l'ovocyte pour l'éliminer ou on l'extrait afin de greffer le noyau de la cellule somatique dans le cytoplasme de l'ovocyte. Ce qui a pour conséquence une multiplication effrénée et l'apparition de plusieurs cellules au sein du cytoplasme pour qu'à la fin on a une colonie de clones de la cellule somatique. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait des milliers de copies de la cellule somatique sans passer par la reproduction sexuée, c'est-à-dire sans passer par la fécondation. Bien. Gurdon a fait la même chose pour le xénopes. Donc, il a pris l'ovocyte d'un xénope vert, pigmenté. Puis, il a extrait les cellules de l'intestin d'un tétard albinos. Ensuite, il a irradié par l'ultraviolet le noyau de l'ovocyte vert pour l'éliminer et a greffé le noyau des cellules somatiques du tétard albinos. Après mise en culture, il a remarqué la multiplication cellulaire qui est présente et dans des conditions idéales et adéquates, il a obtenu des crapauds qui sont comment? Albinos.
sur 50 tentatives, 35 de ces tentatives, on a eu des têtards albinos. Ce sont des clones du Xenope albinos, d'où on a extrait les cellules somatiques. Ce qui signifie que ce soit pour les cellules ou pour les êtres plutôt unicellulaires ou multicellulaires, que ce soit ces êtres appartenant au royaume végétal ou bien animal, le noyau est le siège de l'information génétique. C'est le noyau de la cellule. Ce qui va poser quelques questions qui va nous permettre de clarifier le reste de la leçon. Comment, puisque chaque être multicellulaire est résultant d'une fécondation, c'est-à-dire il hérite 50% de l'information génétique du père et 50% de l'information génétique de la mère. Bien. Et cette fécondation donne un zygote, une cellule œuf, qui va se multiplier pour donner l'être vivant. Comment fait le noyau de la cellule zygote pour transmettre la même information génétique pour toutes les cellules qui nous constituent? Et pourquoi les cellules divergent? Parce qu'on a des cellules musculaires, des cellules de l'œil, des cellules des racines, des cellules des feuilles, alors qu'ils ont la même information génétique. Donc, il est important et primordial d'étudier les divisions cellulaires. Pourquoi? Pour déterminer quelles sont les transformations qui occurrent sur le noyau pour donner des cellules filles résultant d'une cellule mère. Ceci va nous permettre d'étudier le transfert de l'information génétique par méthode asexuée, c'est-à-dire il n'y a pas de fécondation. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que cet épisode vous aura éclairé en ce qui concerne le sujet de la localisation du siège de l'information génétique. Je m'excuse pour le retard. J'ai tardé pour commencer les vidéos de la saison 3 parce que je passe par des circonstances, disons, exceptionnelles. Je suis occupé ces temps-ci. Mais je vais essayer de maintenir un rythme régulier pour les vidéos. Vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez utiliser cette vidéo comme support dans la classe. Si vous avez des questions, laissez-les dans l'espace commentaire ou envoyez-les moi par email. D'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à plus tard.